Bonjour tout le monde. Alors bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce matin, on a prévu un webinaire intéressant, hein. On va parler de harcèlement au travail, hein. Et pour aborder ce sujet, on a 4 intervenants ce matin. On a Camille, hein, qu'on connaît, hein, qui travaille chez Cali Social. Et puis on a invité un patron, un avocat. Alors le patron, c'est Cédric, l'avocat, c'est Laurence, et le salarié, c'est Audrey. Et chacun va nous donner sa vision des choses concernant le harcèlement au travail. Bonjour Laurence, je te laisse te présenter. Bonjour Christophe, je suis la responsable du droit social pour le cabinet Simon Saint-Simon, un cabinet d'avocats. Je suis avocate. Bonjour Audrey. Bonjour, je suis Audrey, donc je suis consultante dans un cabinet de conseil financier. Bonjour Cédric. Ah, on t'entend pas, le micro est coupé Cédric. Effectivement, cela ira mieux comme ça. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je m'appelle Cédric Mégel. Moi, je suis le directeur d'une association un peu particulière puisque c'est une association de santé au travail. C'est donc la médecine du travail. Et j'interviens aujourd'hui pour parler de notre expérience en termes de prévention du harcèlement. Bonjour Camille. Bonjour Christophe, moi Camille, je suis président de Cali Social et nous, notre métier c'est d'aider les organisations à prendre soin des collaborateurs et donc on a fait cette étude avec Ipsos, c'est Ipsos qui a fait l'étude en fait, qui nous permet de mieux avoir une vision un peu plus fine de ce qui se passe dans les organisations publiques et privées et donc de mieux comprendre où nous en sommes en matière de prévention du harcèlement au travail. Comment on avance, Christophe? Je présente les résultats. Je vais te laisser d'abord présenter les principaux résultats, les plus parlants, et puis ensuite, je passerai la parole à nos invités pour qu'ils puissent réagir par rapport à ça. Eh bien, super. Donc on a interrogé, enfin Ipsos a interviewé 2000 personnes, 2000 salariés qui travaillent dans des organisations d'au moins 5 personnes, hein, publiques ou privées. Ça s'est passé du 15 au 19 septembre. L'objectif, c'est de répondre à quelques questions. Qu'en pensent les salariés français? Est-ce qu'ils maîtrisent le sujet du harcèlement? Nous, on fait beaucoup d'enquêtes sur le sujet, des enquêtes harcèlement, et on s'aperçoit que les gens finalement sont pas conscients de leur comportement ou du comportement d'autrui, hein, c'est dans les deux sens. On voulait mesurer un petit peu le niveau de connaissance du sujet. Une fois qu'on avait mesuré cet élément-là, on voulait mesurer aussi le niveau d'exposition. Est-ce que tout le monde est exposé? Personne n'est exposé? Est-ce que c'est le cas? C'est quelques petits cas? Est-ce que c'est majoritairement présent, et cetera? Et également, voir ce qui se passait derrière, qu'est-ce qui était fait une fois qu'on était confronté à ces situations. L'objectif, c'est vraiment de mettre à plat la situation pour pouvoir, avancer efficacement dessus, hein. C'est quand on maîtrise bien un problème qu'on trouve, des solutions facilement pour pouvoir le résoudre, et c'est le but de cette enquête. Donc, alors 1re question, quel niveau de priorité? Donc c'est la 3e priorité des salariés français. La 1re priorité, c'est les salaires, en ce moment, donc l'enquête a été faite en septembre. La 2e priorité, c'est la dégradation des conditions de travail, et la 3e priorité, c'est la dégradation des relations de travail. Ça arrive en 3e position, mais devant les problèmes de charge de travail, des problèmes d'insécurité, des problèmes de recrutement et de staffing, des missions, devant les problèmes, de management. Donc on a beaucoup de problèmes qui arrivent derrière, en dessous, la dégradation des relations au travail. Il se trouve que c'est la 3e priorité, mais c'est en augmentation. 62 des salariés estiment que le problème est plus répandu qu'il y a 10 ans, et donc on n'est pas sur un problème qui se résout, qui est stable. On est un problème qui est en augmentation, selon les Français, qui considèrent que malgré le fait que le problème soit en progression, le problème n'est pas assez pris en compte par le gouvernement. Donc c'est 2 salariés sur 3 qui trouvent que le gouvernement n'en fait pas assez. Donc ça, c'est ce qui concerne, je dirais, l'avis, quoi. Est-ce que le sujet est important ou pas? Et là, ce que nous dit les 2000 salariés interviewés, qui sont représentatifs de la population française, c'est que oui, le sujet, il est important, il est prioritaire. Il y a plus de 90% des salariés qui considèrent que c'est prioritaire ou important. C'est pour ça qu'il est en 3e position. Donc on est sur un vrai sujet qui concerne tous les salariés français.
et qui est en progression. Une fois qu'on a dit ça, on a demandé aux gens, on a voulu évaluer leur niveau de connaissance. Donc, on n'a pas, ce que l'on a fait, c'est qu'on a présenté différentes situations de travail, de situations du quotidien du travail. Alors là, je vous fais une synthèse, hein. L'étude complète est téléchargeable sur Kali Social, sur MyRHline aussi, je crois, Christophe. Donc, vous pouvez avoir accès à tous les résultats. Mais on a présenté 11 situations à l'ensemble des interviewés. On a demandé si c'était du harcèlement, pas du harcèlement, quel type de harcèlement, etc. Et les scores sont assez choquant parce qu'on a seulement 4% des salariés qui, concrètement, ont un niveau de connaissance suffisant du sujet. Donc, des gens qui savent identifier 8 situations au moins sur les 11 situations. Et c'est seulement 4% de la population française. Pire, on a 50% de la population qui n'arrive pas à identifier plus de 4 situations sur les 11 présentées. Donc, on a un niveau quasi nul pour près de 1 salarié sur 2 en matière de harcèlement au travail. Donc pour un sujet qui est important, le fait de voir que le niveau de connaissance est si bas, c'était assez choquant. Ensuite, une fois qu'on leur a présenté les situations, on leur a demandé, directement: «Mais avez-vous été confrontés à ces situations?» Plutôt que de demander aux gens: «Avez-vous été harcelé ou pas?» On a d'abord expliqué ce qu'était le harcèlement et après on leur a demandé s'ils avaient été confrontés à ces situations et on a demandé 3 niveaux de positionnement. Est-ce que vous avez été témoin de situations comme celle-ci? Est-ce que vous avez été victime? Est-ce que vous avez été auteur de ces comportements? On voulait aussi interroger cette question de: est-ce que vos comportements sont irréprochables? Est-ce que vous avez ce type de comportement? Concrètement, voilà les résultats. 4 salariés sur 10 nous déclarent avoir déjà été témoins une fois ou plus de ces situations. Un salarié sur 3 nous déclare avoir déjà été victime une fois ou plus de ces situations. Et un salarié sur 8 nous déclare avoir été auteur de ces situations. Quand on se focalise sur la population des managers, les résultats sont encore plus importants parce qu'on est sur 6 managers sur 10 témoins de situation, 5 managers sur 10 victimes et un manager sur 3 auteur. Et finalement, on demandait en début de questionnaire: «Est-ce que c'est important pour vous?» On s'aperçoit, une fois qu'on a présenté ce qu'était le harcèlement et les différentes formes de harcèlement au travail, que, finalement, la part de la population qui est directement concernée, elle est massive avec 6 managers sur 10 témoins, 1 manager sur 2 qui a le sentiment d'avoir déjà été victime de comportement. On est sur des niveaux massifs et même chose sur les salariés, 1 salarié sur 3 qui a le sentiment d'avoir déjà été confronté à ces comportements. On a demandé aussi quel était le comportement, enfin quel type, hein, de comportement avez-vous été exposé? Et voilà, dans l'ordre, ce qui ressort le plus, c'est le harcèlement moral, hein. Donc là, on a interrogé, donc les personnes qui étaient directement confrontées et ils nous parlent de harcèlement moral. C'est vraiment l'item principal qui est remonté, 68% des situations. Alors, certaines personnes ont plusieurs situations, c'est pour ça que la somme fait plus que 100%. Et derrière, on a les comportements ou propos discriminatoires, 1 personne sur 3, le harcèlement sexuel, 1 personne sur 5, et le cyberharcèlement qui progresse d'ailleurs. Et même il y a des analyses par catégorie et on voit que ça peut être encore plus présent dans certains secteurs d'activité. Donc le harcèlement moral, on a demandé aux gens si, ils en avaient parlé à leur employeur et on a seulement 1 personne sur 3 qui nous déclare l'avoir fait. C'est particulièrement vrai, chez les managers qui remontent plus l'information. Mais donc on a 2 personnes sur 3 qui n'ont pas remonté la situation à l'employeur. Dedans, on a des personnes qui l'ont pas fait et on a aussi des personnes on a 16%, donc des personnes où c'était l'employeur qui était auteur de ces comportements, donc ils ne pouvaient pas le remonter. Donc c'est important de le préciser. Donc 1 personne sur 3 qui l'a remonté à l'employeur et on a demandé: «Mais comment ça s'est passé derrière?» Et on a dans 6 situations sur 10, l'employeur qui réagit plutôt bien et 1 situation sur 4, enfin non, le reste en fait, 1 situation sur 4 qui réagit très, très mal, mais 4 situations sur 10 globalement dans la catégorie des plutôt mal. Donc l'employeur réagit plutôt bien, mais peut progresser en tout cas, parce qu'on verra, enfin moi j'ai vu qu'il y avait des sujets de confiance, qui étaient abordés sur ce sujet. On a demandé quelles mesures avaient été mises en œuvre. Donc on a listé un certain nombre de mesures qui font partie des actions, attendues, je dirais, du code du travail. On s'aperçoit que le niveau est assez faible encore, hein, en matière de mise en œuvre de solutions et donc 1 employeur sur 8 a mis en œuvre l'ensemble des mesures obligatoires au sein de son organisation. Voilà. Pour terminer, on a demandé aux gens: «Mais qu'est-ce que vous auriez aimé voir, comme action menée?» On nous a parlé de sensibilisation, on nous a parlé de dispositifs de signalement, on nous a parlé de soutien psychologique,
On nous a parlé d'enquête neutre, objective, et on nous a parlé de sanctions. C'est ce que les victimes auraient aimé voir comme action de leur employeur sur ces situations. Voilà. C'était une synthèse, Christophe, des résultats. Je me permettrai, si jamais il y a des questions sur l'enquête, d'apporter les réponses si nécessaire. Merci Camille. Alors, je vais d'abord demander à Cédric, qui a une posture de chef d'entreprise. Qu'est-ce que tu penses de ces résultats? Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est des choses que toi, tu as déjà rencontrées? Alors oui, les résultats, je pense, sont assez représentatifs. Je pense que des personnes qui nous suivent ce matin, beaucoup doivent retrouver, si toutefois ils ont vécu dans leur organisation des situations, des thématiques effectivement qui s'y retrouvent. Alors nous, comme je le disais, il y a un petit biais de départ, puisqu'on est bien une structure, une organisation comme toutes les autres, mais on est aussi un service de santé au travail. Et dans notre projet stratégique, on souhaite être le cordonnier bien chaussé. Donc, en fait, on a mis dans notre projet stratégique le fait de devenir performant en termes de prévention des risques professionnels. Et donc, pour vous faire partager notre expérience, donc là, on est une organisation de 120 personnes. Il y a bien sûr, comme vous l'avez compris, des médecins du travail en interne. On a décidé tout d'abord, sur les risques psychosociaux de façon plus globale, de mettre en place un comité de pilotage. Donc là, ça répond à la dernière diapo qui a été présentée. C'est le fait effectivement de s'organiser en interne pour travailler le sujet. Et donc, ce comité de pilotage, dans lequel a participé, sans vouloir faire bien sûr la moindre promotion, mais dans lequel a participé notre médecin du travail qui est externe à notre structure, nous avons décidé effectivement de mener une enquête interne qui avait pour objet de faire un état des lieux de ce qu'il en est en termes de prévention des risques psychosociaux, et plus particulièrement des violences, les violences externes, donc celles qu'on peut confronter avec notre public. Là aussi, beaucoup d'entreprises sont exposées à ce type de violence, mais également les violences internes, dans lesquelles on retrouve cette fois-ci, de façon assez présente, le harcèlement et en particulier la notion de harcèlement moral. Oui. Tout ce travail-là d'enquête nous a amené ensuite à mener toute une série d'actions. On est en cours de rédaction d'une charte de bienveillance, par exemple, en interne, parce qu'on remarque effectivement que la façon dont les gens doivent avoir des relations entre elles doivent s'améliorer. Donc, ce comité de pilotage travaille sur cette charte de bienveillance. On a décidé aussi de façon très concrète de débuter toutes nos réunions internes par un rapide exposé de cette charte de bienveillance pour que tout le monde les ait à l'esprit extrêmement régulièrement. Donc là, je propose des actions qui sont extrêmement concrètes, extrêmement simples à mettre en place dans les organisations. Alors bien sûr, en fonction des tailles d'organisation. Et puis, en termes d'actions aussi, on a une partie de ce comité de pilotage des RPS qui se transforme en cellule de prévention des violences, et on est en train d'organiser un parcours de signalement anonyme en interne pour que les personnes qui soient témoins ou victimes de violences puissent effectivement faire remonter les informations, puisque notre enquête fait exactement ressortir ce qu'on voit dans l'enquête Quali Social Ipsos, c'est-à-dire des salariés qui sont témoins, éventuellement victimes, bien sûr, qui peuvent se reconnaître une fois qu'ils connaissent mieux la situation comme potentiel harceleur, mais en tout cas des remontées vers la direction qui sont extrêmement faibles, et donc on s'organise pour travailler à ces remontées. Alors, Voilà. il y a une remarque de Michel qui dit « Un médecin du travail n'est pas toujours un bon psychologue du travail ». Bon, déjà, Michel, médecin du travail et psychologue du travail, c'est deux métiers différents. Mais après, je pense que ce qui voulait être dit, c'est que ça veut dire que Cédric, toi-même, dans ton organisation, tu es confronté à ça, même si tu es dans le milieu médical, ça ne fait pas exception. Non, et d'ailleurs, on sait que dans le milieu médical, sur ces parties-là, sur ces risques psychosociaux, sur cet aspect-là, on sait qu'on est plutôt surexposé que dans d'autres milieux, ce qui vérifie bien. Alors non, le médecin du travail, c'est bien sûr pas un psychologue du travail, mais c'est quelqu'un qui maîtrise globalement la situation d'une entreprise, donc il a tout à fait vocation à participer à un comité de pilotage sur les risques psychosociaux. Ça n'empêche pas que dans le plan d'action, un psychologue du travail, soit du service de santé au travail, soit d'ailleurs, puisse intervenir aussi bien sur le plan collectif, à ce comité de pilotage, que sur le plan individuel, s'il y a des actions individuelles. Donc, je pense qu'il faut bien séparer les deux, effectivement. Je vais passer la parole à Audrey pour avoir ton retour, Audrey, sur les résultats qu'a présenté Camille. Et puis après, on reviendra à toi, Cédric. Hein. Je referai une série de questions derrière. Audrey, qu'est-ce que tu en penses de ces résultats? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu te retrouves là-dedans?
Oui, je me retrouve et je suis pas complètement surprise, notamment du fait que, les salariés, victimes ou témoins ne n'aillent pas spontanément, en premier lieu en discuter avec la direction. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est pas forcément, souvent abordé, à la fois par la direction et au sein des entreprises et effectivement de réussir déjà à identifier des situations qui sont des vraies situations de harcèlement au travail, c'est pas toujours simple et c'est un peu ce que l'enquête montre et donc c'est compliqué je pense d'aller voir la direction en exprimant, l'impression qu'on a été victime ou témoin, d'une situation de harcèlement, si finalement ça n'en est pas une et donc je pense qu'il y a d'abord une réserve, de la part des salariés qui préfèrent, en premier lieu en discuter autour d'eux avec des proches ou éventuellement avec des collègues pour, essayer de confronter un petit peu leur point de vue et de déterminer si, c'est vraiment une situation qui est normale ou pas et après, on a aussi la culture d'entreprise qui impacte beaucoup parce que, si jamais on a des situations où, on a l'impression que c'est du harcèlement, mais que nos collègues nous disent: «Non, c'est habituel dans l'entreprise, ça se passe souvent comme ça, il y a pas de» et donc ça peut diminuer aussi les cas qui peuvent être du harcèlement au travail, mais comme ça se passe toujours comme ça, du coup, c'est un peu diminué et ça ne donne pas de légitimité, en fait, pour, remonter ce genre d'informations. Et effectivement, tous les processus de signalement, ils sont pas enfin, dans les entreprises que j'ai, d dans lesquelles j'ai été, en tout cas, on n'avait pas de process clair, pour signaler, ce genre de cas et donc ça empêche aussi, le fait de pouvoir en parler et d'aller voir la direction pour ce genre de sujet. Ouais. Alors, Laurence, toi, de ton côté, tu peux peut-être nous éclairer là-dessus. Effectivement, les situations de harcèlement, elles sont difficiles à qualifier, difficiles à prouver. C'est quoi ton regard, toi, en tant que professionnel? Alors moi je fais du conseil et je fais du contentieux. Donc on vient me voir très en amont et puis je vais éventuellement, plaider le dossier au tribunal. Alors il y a un gros fantasme autour du harcèlement moral, on en parle beaucoup, tout le monde en parle beaucoup et c'est malheureusement aussi devenu quelque chose d'un peu instrumentalisé par certains de mes confrères, hein, pour essayer de négocier mieux une sortie. Donc on a beaucoup, beaucoup de demandes, c'est rare maintenant d'ouvrir un dossier sans qu'il y ait au moins des allégations de harcèlement moral, ce qui dessert beaucoup les gens qui sont vraiment victimes de harcèlement moral. Alors une partie est un peu cynique pour mieux négocier, mais ça on sait assez vite voir, hein. Et puis une partie est réelle, c'est-à-dire que le ressenti du salarié est totalement différent de celui qui, harcèlerait et donc là, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Audrey. Pour revenir et pour tuer un peu le fantasme qu'a très bien décrit Camille dans son enquête, hein, je vais reprendre quand même quelques fondements. Donc le harcèlement moral en droit, ce sont des agissements qui sont répétés. Ça peut être isolé, mais c'est très, très rare. Il faut que ce soit des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet, une dégradation des conditions de travail ou une dégradation des droits ou de la dignité et qui est pour conséquence d'altérer la santé morale ou physique du salarié ou compromettre son avenir professionnel. Donc désolée, c'est le seul jargon juridique que vous aurez aujourd'hui. Mais il faut revenir aux bases et quand un juge ou quand un inspecteur du travail ou quand un employeur regarde et fait une enquête sur le sujet, ce sont les points, c'est la grille de lecture qu'il va appliquer. Donc un acte isolé en général, ça ne marche pas. Ça n'est pas seulement le supérieur hiérarchique, ça peut être un subordonné, ça peut être quelqu'un, ça peut être un tiers, ça peut être plein de gens, n'importe qui peut faire du harcèlement moral, hein. Et j'ai eu plusieurs fois des questions de harcèlement moral, qui sont compliquées à gérer d'ailleurs, de la part de RH qui se plaignaient de certains de leurs syndicats ou du CSE, pour dire que c'est vraiment à 360, degrés ce problème de harcèlement moral. Qui peut faire des allégations? N'importe qui peut être responsable? Alors toujours l'auteur évidemment ou les auteurs et l'employeur. L'employeur parce qu'il a une obligation de résultat dans son entreprise que le harcèlement moral n'arrive pas
Et alors évidemment, hein, ils traitent des êtres humains, donc on ne peut jamais être absolument garanti. En revanche, la seule façon pour l'employeur de gérer ce dossier et d'arriver à mettre des choses en place, c'est de pouvoir prouver qu'il a fait de la prévention, qu'il a fait de la formation. Quand arrivent des allégations, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. C'est quelle que soit la victime alléguée ou l'auteur présumé. Et donc, il faut qu'il ait mis des process en place. D'abord parce qu'il ne faut pas que quelqu'un se retrouve dans la situation d'Audrey à ne pas savoir à qui s'adresser, à ne pas pouvoir le faire dans un parcours qui est connu de tout le monde. Et ensuite parce que si vous me dites je suis harcelé, mais non pas du tout, il était nul et je lui ai juste dit qu'il était nul, qui a raison, qui a tort, peut-être un peu les deux, peut-être personne, il faut voir. Et donc là, il faut faire des enquêtes, ce que fait Calice Social, ce que font les avocats, enfin certains avocats en tout cas, ce que nous on fait. Et ça permet d'avoir quand même une preuve, parce que le problème qu'ont et les salariés et les employeurs en la matière, c'est un problème de preuve. C'est vrai au contentieux, mais c'est vrai aussi dans une négociation, c'est vrai aussi pour trouver la juste mesure, puisque l'employeur, il doit prendre des mesures. Il doit prendre des mesures tout de suite, pour éviter que la chose se passe, ils doivent prendre des mesures après. Si quelqu'un a fait du harcèlement moral, ça peut aller jusqu'à un licenciement sur faute grave, sans aucune discussion. C'est un licenciement disciplinaire. Encore faut-il qu'on soit sûr qu'il y a eu du harcèlement. Il peut y avoir des règlements de compte, il peut y avoir... Enfin, il y a une zone grise à 90%, c'est une zone grise. Hein. Quand on est dans les 10% où il n'y a pas du tout de harcèlement, ou dans les 10% où il y a beaucoup de harcèlement, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est les 80% qui sont au milieu. Et puis, il faut former les équipes parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de représailles. Il faut accueillir. Moi, ce que je vois dans mes dossiers qui tournent mal, hein, s'ils arrivent chez un avocat, c'est que ça n'a pas été pris les premiers signaux faibles quand la personne a commencé à se plaindre, a commencé à pas se sentir bien, a commencé à en parler à son manager, au CSE ou à quelqu'un. Il n'a pas eu d'écoute. Et ensuite, la situation pourrie, elle ne s'arrange jamais par elle-même. Et donc, on arrive dans une situation un peu de crise. Audrey, en tant que salarié, est-ce que c'est vraiment une crainte, ça, les représailles? C'est-à-dire, Bien tu sûr. assistes à une situation et tu te dis, Audrey, je vais peut-être pas aller en parler parce que je vais mettre en cause potentiellement mon manager ou la direction. Oui, ça peut être une crainte, je pense. Et aussi le côté de la peur de ne pas être entendu, la peur que quelque part on soit associé si jamais finalement on se trompe et que c'est pas une situation de harcèlement et que la personne qui, soit quand on a été témoin ou que la victime vient nous voir pour, justement, exprimer, son sentiment, c'est effectivement le problème c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Donc c'est compliqué parfois de prendre parti et de se mettre d'un côté ou de l'autre, alors que c'est pas vraiment notre rôle de le faire. Mais oui, je comprends le côté, la crainte des représailles parce que, si jamais, le manager est pas prêt à entendre, forcément il va avoir des griefs à la fois contre, la victime qui fait ces allégations et contre les personnes qui la soutiennent. Et c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait des processus qui sécurisent tout le monde en réalité, sachant que sauf mauvaise foi, elle est difficile à prouver, mais sauf mauvaise foi absolue, et ça arrive aussi, hein, c'est jamais manichéen ce genre d'affaires, la personne qui est en fait un lanceur d'alerte, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les subtilités du lanceur d'alerte, mais la personne qui fait ou qui fait remonter à sa hiérarchie ou au CSE des faits de harcèlement moral, quand bien même il ne serait pas constitué à la fin, est protégé. Alors, je vais redonner la parole à Cédric. Avant, je voulais juste apporter une précision. Là, il y avait un commentaire qui m'a un peu interpellé, qui me plaisait pas tellement, qui disait le médecin du travail travaille aussi pour le compte de l'employeur, il n'y a pas un conflit d'intérêts. Alors moi qui suis chef d'entreprise, je vois pas à quel moment le médecin du travail travaille pour moi. Hein. Quand il reçoit mes collaborateurs et qu'il leur demande s'ils ont un siège ergonomique, si ça se passe bien, s'ils n'ont pas de problème de harcèlement au travail, je ne suis pas dans la salle. Et d'ailleurs, je suis en risque. S'il se passe quelque chose dans mon entreprise et que le médecin du travail le découvre, Cédric, on est bien d'accord? Ouais, juste un petit focus avant de rebondir peut-être ce qui a été dit. La mission du médecin du travail et des services de santé au travail, c'est d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Donc des travailleurs, il y a aussi le chef d'entreprise là-dedans. Et clairement, on est là pour conseiller aussi bien les entreprises que les salariés.
que les salariés. Et le médecin du travail, sa particularité et tout son intérêt, c'est pour ça qu'il faut absolument l'avoir en tête comme ressource à utiliser, surtout dans des cas qui nous concernent, comme les cas de harcèlement, de risques psychosociaux, etc., c'est que lui, il a un regard sur l'organisation, il a un regard effectivement sur la vision du chef d'entreprise, il a un regard sur l'état de santé des salariés, sur éventuellement ce qu'on les déclare. Et donc, il pourra aider. C'est pour ça que nous, dans notre organisation, on ne s'est absolument pas privé de l'intégrer à notre comité de pilotage des risques psychosociaux, parce qu'on est convaincu qu'il a un regard qui n'est pas le nôtre, mais qui nous permettra effectivement d'avancer. Et donc, par petites touches, par mail, par intervention en réunion, il nous dit, voilà, accentuez peut-être là-dessus, n'oubliez pas ce sujet-là, faites attention à ça. Parce que lui, effectivement, il a tout un ensemble de choses effectivement en tête. Ce qui est sûr, c'est que les médecins du travail sont indépendants. Ils ne sont absolument pas pro-employeurs, pas pro-salariés. Ils sont clairement, purement indépendants dans leur travail et ils travaillent pour éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Pour ça, ils conseillent les entreprises et pour ça, ils conseillent les salariés. Et bien sûr, on ne les oublie pas, les institutions représentatives du personnel également. Voilà, c'était pour la petite aparté. Cédric, est-ce que toi, de manière très concrète, tu as été confronté à des situations de harcèlement dans ton entreprise? Alors, c'est une question un peu directe, mais j'imagine que oui, hein, tu n'as pas 10 salariés, donc tu dois entendre des choses. Oui, c'est arrivé et on a eu ces derniers mois, effectivement, une alerte au CSE sur une potentielle situation de harcèlement. Et ça fait le lien avec ce que je voulais rajouter. On a toute une phase où effectivement on peut avoir des signaux faibles. Donc ça, je pense que peut-être pour les RH en partie qui nous écoutent, je crois que c'est extrêmement important d'avoir en tête ces signaux faibles parce qu'en général, ils sont là. Ils sont quand même là, effectivement. Et puis, par contre, il faut avoir en tête aussi quelque chose d'important, c'est qu'à partir du moment où la situation est déclarée, on a sans doute à l'origine une situation de souffrance, comme on disait, à part éventuelle mauvaise foi, parce qu'on veut, parce qu'on fait quelque chose, mais globalement, on peut estimer qu'on a une situation de souffrance, et on en crée d'évidence une nouvelle. Parce que s'il y a des salariés qui sont potentiels harceleurs et qui n'en avaient pas conscience, on se retrouve à être en situation de souffrance. Qu'à la fin, il y ait situation de harcèlement, avérée ou non, la plupart du temps, ce ne sera pas avéré. On va constater effectivement qu'on a des problématiques de communication, d'organisation, de fonctionnement, effectivement. Donc, ça sera autre chose que du harcèlement. Mais on va mettre en exergue une situation de souffrance. Et là, il faut avoir en tête peut-être aussi pour les personnes qui nous écoutent que l'harceleur potentiel va se retrouver sans doute aussi très rapidement en situation de souffrance. Il va être connu. On va effectivement lui demander rapidement des comptes. Donc là, on va avoir quelqu'un qui va, à côté du harcelé, peut-être se retrouver aussi en situation de souffrance. Peut-être en termes de méthodologie, on a une situation de harcèlement qui se présente. Il faut effectivement réagir assez rapidement. Donc là, on se fait conseiller par des juristes sur le sujet. On va avoir toute une série d'actions qui vont être une série d'actions préliminaires. Donc on va essayer de protéger effectivement la santé du potentiel harcelé comme du potentiel harceleur, peut-être effectivement les séparer, modifier un petit peu les missions, favoriser le télétravail. Enfin, là, c'est chaque organisation, dans chaque situation, qu'on va évaluer ce qu'il va falloir faire. Mais en tout cas, il va falloir réagir rapidement. Ensuite, effectivement, une phase d'enquête un petit peu plus longue, des éventuelles restitutions qui vont devoir se faire, éventuellement en CSE, enfin ça dépend comment ça s'est passé, et puis ensuite un plan d'action un peu plus développé, qui est ou non situation de harcèlement. De toute façon, effectivement, ça va au minimum faire ressortir une situation de souffrance, et donc effectivement, il va falloir sans doute envisager un plan d'action et le mettre en œuvre. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est des réactions immédiates ou presque. Il ne faut pas tarder, et ensuite, effectivement, le temps de poser les choses, enquêter, et puis quelque chose de plus approfondi et de plus durable en termes de plan d'action. Voilà. La question que je me pose, excuse-moi, c'est tout ça, c'est très bien, mais si les salariés se taisent, s'il y a une culture du faut mieux pas qu'on le dise, comment on fait, Camille, pour est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place en entreprise, justement, on va quand même revenir sur cette notion de lanceur d'alerte parce que s'il n'y a pas de signal, on fait comment? Si les salariés sont dans une culture du on vit caché, on dit rien, on a peur de perdre notre job, comment on fait? Camille? C'est intéressant parce que Laurence disait tout à l'heure, il y a une obligation de sécurité de résultat de l'employeur en la matière, et il y a un outil qui existe, qui est le dispositif de signalement. C'est la loi Sapin 2 qui impose aux employeurs d'avoir un dispositif de signalement pour permettre à chacun de faire un signalement. Alors, la forme du dispositif de signalement n'est pas très claire, elle peut être en interne, mais l'employeur doit garantir la confidentialité des échanges.
mais ce qui peut parfois ne pas être suffisant pour permettre une libre expression. D'ailleurs, l'Europe conteste un petit peu l'application française de cette loi-là, le fait que ça puisse être un dispositif interne à l'organisation. Nous, c'est vrai que l'enjeu, et c'est comme ça qu'on travaille, c'est de libérer au maximum la parole, de la cadrer, mais de la libérer pour que effectivement ça puisse, les situations puissent être détectées le plus tôt possible et de fait désamorcer le plus vite possible, et par ces dispositifs de signalement externes à l'organisation, avec des personnes de confiance qui ont des engagements déontologiques, des engagements de confidentialité, des engagements de respect de l'anonymat même parfois, pour que chacun puisse présenter sa situation. On s'aperçoit d'ailleurs parce qu'on le fait avec nos psychologues, que les gens vont s'exprimer, parfois vont pas aller vers du harcèlement, vont aller vers, comme l'évoquait Cédric, voilà, parfois il y a un conflit, c'est un sujet de conflit, c'est pas un sujet de harcèlement. Donc une orientation vers le bon recours en fait face à ce que l'on vit au travail. Et puis lorsqu'effectivement il y a des faits qui sont constitutifs d'un harcèlement moral ou sexuel, pouvoir échanger avec un représentant de l'organisation, parfois de manière anonyme, si la personne le souhaite, pour avoir déjà confiance dans le fait que sa situation ne va pas générer effectivement des représailles, comme tu en parlais avec Audrey. Voilà. Il y avait une remarque dans le chat de quelqu'un qui s'est fait harceler sexuellement, si tu couches pas avec moi, etc. Laurence, dans ce cadre, alors je connais pas la taille de l'entreprise, mais il n'y a pas toujours des CSE, donc dans ce cas-là, on peut directement aller déposer une plainte? Alors, il y a 2 aspects, il y a l'aspect civil, il y a l'aspect pénal. Alors ce genre de chantage, existe encore, même si, quand même les gens ont tendance à faire plus attention maintenant qu'il y a quelques années, parce qu'il y a quand même eu une grosse évolution culturelle pour le harcèlement moral, mais pour le harcèlement sexuel aussi. Alors les menaces et les chantages de harcèlement sexuel, c'est au commissariat que ça se règle, hein, c'est pas l'employeur. Faut quand même pas, quand c'est grave à ce point-là, il faut pas penser que ça va être l'entreprise qui va gérer, tous ces aspects-là toute seule. En revanche, évidemment qu'il faut faire un signalement et il faut le faire par écrit. Il faut le faire parce que, les écrits restent, hein, donc faites attention, hein, les choses qu'on dit oralement, elles sont dites oralement, elles ne laissent pas de traces. On peut pas très souvent, en fait, en entreprise, on se retrouve avec quelqu'un qui vient vous dire sous le sceau de la confidentialité qu'il pense que soit il est harcelé, soit son collègue est harcelé. Puis après, on lui dit: «Bah, écoutez, très bien, est-ce que vous pouvez m'envoyer un email ou est-ce qu'on peut faire une petite enquête?» «Ah bah non, moi je veux pas parler, je veux pas être cité», pour revenir au point des représailles discutées avec Audrey. Tout ça est très variable selon la taille de l'entreprise, hein. Plus elle est grande, plus elle est structurée, plus vous avez des recours et d'autres personnes que juste votre manager à qui parler, plus c'est facile. Mais pour revenir, aux cas les plus graves, c'est pénal, là, c'est le commissariat. Pour les cas un peu moins graves ou qui doivent être gérés, alors je vois, hein, dans les différentes expériences qui ont été vécues dans le chat, la chaise vide et le fait de partir sans rien dire et pas forcément d'abord vous servez pas vos collègues, hein, parce qu'en général quelqu'un qui fait ça, On va va se reproduire. continuer. Ensuite, il faut le faire par écrit et il faut le faire remonter, alors soit au CSE, soit au RH, soit évidemment si c'est votre manager qui vous harcèle et que c'est à lui que vous faites remonter, ça risque d'être étouffé assez rapidement, mais ne rien faire est une mauvaise solution. Heu Après, il y a des médiations, hein, il y a plein de systèmes. Dans la boîte à outils que l'employeur peut utiliser, il y a toute la prévention. Mais après, quand on a connaissance, moi j'ai été très frappée de l'étude de Camille qui dit qu'il y a un tiers des salariés seulement qui s'est adressé à son employeur, alors que la majorité est plutôt satisfaite de la façon dont ça a été géré quand ils en ont parlé. Donc si l'employeur ne sait pas, il peut rien faire. C'est aussi manifeste que ça. Donc quelqu'un qui ne fait pas d'alerte ne peut pas reprocher à son employeur de ne pas savoir, parce que si personne n'en parle, personne ne sait. Après, c'est peut-être aussi la lourdeur de la procédure qui suit le signalement qui peut faire peur. On peut se dire, en tant que salarié: «Bon, bah, si jamais il y a une situation, qui n'est pas normale, je peux la signaler». Mais, le fait que ça déclenche, en fait, un peu un effet boule de neige, qui peut être très destructeur si jamais c'est pas avéré ou, même, si c'est avéré, ça peut être destructeur pour beaucoup de personnes. Et donc peut-être que cet effet un peu, très procédurier et très lourd peut aussi faire peur et peut freiner, justement les éventuels signalements. Alors que, dans la plupart des cas, on a effectivement, le fait que, le harceleur
ne se rend pas forcément compte de l'effet qu'il a sur la personne, et que ça peut être aussi principalement de la mauvaise compréhension. Alors, il y a évidemment des cas où ce sont des harceleurs qui sont clairement conscients de ce qu'ils font et qui l'assument, entre guillemets, mais dans la plupart des cas, c'est un problème de communication et de compréhension, en fait, entre les personnes, qui pourrait se régler à l'amiable, entre guillemets, sans forcément mettre en place tous ces processus, si jamais il y avait plus de communication. Et donc Et de peut-être ce point de vue, sensibiliser et favoriser la communication entre les différentes personnes de l'entreprise pourrait permettre de désamorcer ces situations avant d'en arriver aux Ouais, procédures. alors tu as parfaitement raison. Pas forcément plus de communication, déjà une meilleure communication, une meilleure façon de s'adresser à l'autre en entreprise. Parce qu'effectivement, j'ai le droit de dire à un de mes collaborateurs, tu as mal fait ton travail. Et je considère, moi, que ce n'est pas du harcèlement de dire à quelqu'un qu'il a mal fait son travail. Par contre, si je lui dis, espèce de con, tu as mal fait ton travail, là, oui, c'est différent. Mais il y a aussi tout cet aspect façon de communiquer, de s'adresser, que ce soit entre collègues aussi, hein, la façon dont les collègues peuvent se parler. Il n'y a pas que les managers qui harcèlent, les collègues y arrivent aussi très bien entre eux des fois. Donc je pense qu'il y a déjà quelque chose à faire à ce niveau-là. Hein. Cédric, t'en penses quoi? Oui, alors c'est vrai, je pense qu'il faut effectivement bien souligner que ce n'est pas une situation uniquement hiérarchique, loin de là. Loin de là. Moi, je voulais peut-être juste vous faire part de ce que nous, on a fait en interne sur ce point-là, c'est-à-dire que notre cellule de prévention des violences, elle est composée uniquement de quelques salariés, et en fait, effectivement, on peut la solliciter de façon anonyme. Et ensuite, cette cellule analyse la situation et voit si effectivement il y a besoin, avec accord bien entendu des personnes concernées, de ne plus rendre anonyme effectivement la situation et de la traiter de façon plus directe, ou si éventuellement on va rester anonyme. Donc en fait, on essaie d'organiser les choses de façon à protéger les témoins ou les victimes, parce que ce qui ressort très très bien dans l'étude, et ce que nous on constate en interne aussi dans les enquêtes qu'on a fait en interne, c'est qu'en fait il y a beaucoup de témoins également. Alors autant on peut se dire quand on est victime, bon, c'est difficile, on subit la situation, on n'est jamais bien sûr, on se remet en question, mais quand on est témoin, on voit les choses un petit peu plus à l'extérieur et c'est un petit peu plus compliqué. Et puis là-dessus, juste aussi quelque chose, c'est que comme nous, on est un service de santé au travail, et ben on peut aussi observer des situations à l'extérieur de notre organisation. Bien sûr, c'est notre métier. Et ce qu'on constate, c'est que on a beaucoup plus de facilité à poser un regard sur une situation externe que sur une situation interne. Et donc, effectivement, on peut être surpris dans une organisation comme la mienne, des fois, de situations de violence ou plus spécifiquement de harcèlement qui peuvent rester à un échelon très réduit, sans déclaration, sans action, éventuellement même, pourquoi pas, de médecin du travail, alors qu'en externe, on va beaucoup agir. Donc là, effectivement, il faut arriver quand même effectivement à se mettre dans la position de ceux qui sont au cœur des potentielles situations et se dire que c'est beaucoup plus les acteurs externes qui vont pouvoir faire quelque chose que sans doute ceux qui sont directement impactés par la situation. Il y avait une question tout à l'heure, le médecin du travail peut-il intervenir s'il il détecte une situation de harcèlement? Alors, je ne dirais pas que le médecin peut, je dirais que le médecin doit, et le médecin intervient. Alors, comment? Déjà, effectivement, il va analyser la situation de son côté. Du côté des RH, on peut peut-être avoir un médecin du travail qui va demander de voir un salarié en visite. Il va lui-même faire la demande de voir le salarié en visite. Il va peut-être demander une étude de poste aussi. Il va venir ou il va envoyer quelqu'un de son équipe pluridisciplinaire, pourquoi pas un psychologue du travail, étudier le poste du travail pour comprendre effectivement la situation. Et puis ensuite, le médecin du travail, il a aussi des choses qui sont un peu plus puissantes pour l'aider. Il va pouvoir alerter. Il a un droit d'alerte. Il va pouvoir alerter l'employeur et le CSE, effectivement, pour qu'une action se fasse. Et puis, si la santé de la personne concernée est trop dégradée et il considère effectivement qu'il doit le retirer, il va pouvoir le retirer du travail. Ça s'appelle l'inaptitude. Et donc, effectivement, il a tout un panel de choses qui sont à sa disposition. Ce qu'il faut peut-être retenir sur ce point-là, c'est que le médecin du travail a certes certaines cartes, mais ce n'est pas le contrôleur. Celui qui va contrôler du code du travail, ça va être l'inspecteur du travail directement dans l'entreprise. Donc là aussi, on peut peut-être avoir
un inspecteur du travail qui, à un moment, va intervenir sur le sujet parce qu'il aura été alerté de la situation. Mais ce n'est pas le rôle premier du médecin du travail. Le rôle du médecin du travail, il va essayer accompagner l'entreprise, accompagner le salarié pour arranger la situation. Mais si cette situation de santé est trop difficile, ben, vous allez sans doute avoir une déclaration d'inaptitude. Alors, Laurence nous demande dans le chat, Cédric, comment est organisé et composé le comité de pilotage que tu as mis en place? Alors déjà, ben, comme tout comité de pilotage, si on veut qu'il fonctionne, il est assez restreint. Donc on est sur 4-5 personnes au plus. Et là, on a essayé aussi, au-delà juste des métiers, on a essayé d'avoir des métiers représentatifs, une représentation aussi d'une partie des sites géographiques, puisqu'on est répartis sur une dizaine de sites géographiques. On a essayé de trouver des personnes qui sont des personnes, on va dire, de confiance dans l'organisation. Le comité de pilotage, mais aussi ces personnes qui sont dans la cellule de prévention des violences, on essaie de prendre des personnes qui sont, entre guillemets, au-dessus de tout soupçon, et donc vers lesquelles les personnes peuvent effectivement se diriger assez facilement. Donc c'est vraiment les critères qui nous ont amenés à faire en sorte que ces personnes-là soient inclus. Ensuite, bien sûr, on a une référente hygiène et sécurité qui s'occupe de la prévention des risques, qui coordonne la prévention des risques en interne, qui est une infirmière chez nous, qui s'en occupe. Alors, elle n'a pas de temps dédié sur le sujet, on est dans une organisation de 120 salariés, mais en tout cas, elle s'en occupe. On a effectivement nommé aussi un référent harcèlement moral et sexuel, qui bien sûr fait partie aussi de ce comité. Et puis on a la chance, nous en interne, d'avoir aussi des psychologues du travail. Donc on a aussi une psychologue du travail qui fait partie aussi de ce comité, mais c'est parce que là on a la chance d'être bien servi par rapport à beaucoup d'entreprises. Laurence, j'avais une question. On n'a pas évoqué la partie plus juridique, mais toi qui as l'habitude de ces sujets, est-ce que finalement beaucoup d'affaires vont jusqu'au procès? Alors, il y a beaucoup d'allégations de harcèlement moral qui sont faites au moment où on est en train de faire partir un collaborateur. Ce sont les parties les plus embêtantes parce que elles sont un peu cyniques pour certaines, hein, elles sont un peu cyniques et elles ont pour vocation de faire monter un peu la négociation du chèque de sortie. Donc dans ces cas-là, oui, elles vont souvent au contentieux. Et comme je disais en introduction, ça dessert en fait les vrais harceleurs moraux parce que les juges, les conseillers prud'homaux et les juges de la cour d'appel, enfin les conseillers de la cour d'appel, on en a un peu assez de voir que dans tous les dossiers contentieux en social, maintenant, il y a des allégations de harcèlement moral. Et donc, ils font très, très attention à ne pas être manipulés. Ils ne veulent pas être le tiroir-caisse et ces allégations-là ne sont pas toujours justifiées. Quand ce sont des vraies allégations de harcèlement moral, c'est-à-dire il y a vraiment quelque chose. Alors après, ce sera qualifié ou pas de harcèlement moral, mais en tout cas, il y a des comportements qui nécessitent qu'on y remédie. Parfois par un licenciement, parfois par juste une formation, parfois en réorganisant l'équipe. Tout est, enfin voilà, on est toujours entre problèmes entre êtres humains, donc il n'y a pas une seule solution qui va pour tout le monde. Dans ces cas-là, la médiation marche très bien. Dans ces cas-là, réorganiser. Alors évidemment, dans une plus grosse entreprise, c'est plus facile que dans une petite entreprise, hein, quand vous êtes 5 et puis qu'il y en a un qui harcèle l'autre ou que l'un se sent harcelé par l'autre. Sur 5 personnes, c'est plus compliqué à organiser. Mais dans la plupart des cas, on arrive à trouver quand même des solutions. Une des solutions peut être que le harceleur, je viens de le mettre dans le chat, mais moi j'ai fait beaucoup d'investigations et le harceleur, souvent, ou le harceleur supposé, tombe de la chaise. Il dit: «Bah oui, mais moi j'ai quand même été comme ça, oui, je suis directeur commercial, je suis un peu dur, mais enfin c'est comme ça, j'ai toujours été comme ça, c'est pour ça que j'ai de bons résultats», et n'a pas du tout conscience de l'effet. Et je n'excuse pas du tout les comportements, mais pour dire que le licencié, lui, il va recommencer la fois d'après parce que de toute façon, il ne sait pas de quoi il parle. Le mettre dans une formation, le faire voir par des psychologues, lui expliquer l'impact de ce qu'il fait a beaucoup plus de chances d'être efficace pour le salarié. Des contentieux, le problème en France, et pour revenir sur ce que disait Audrey, et c'est exactement ce qu'on dit aussi pour les femmes victimes de violences, c'est que les procédures sont très longues, c'est très destructeur pour un salarié. Pour finalement, même s'il gagne au civil, hein, je ne parle pas du pénal, euh, s'il gagne, il aura quelques dizaines de milliers d'euros ou quelques milliers d'euros au bout de 3 ans de procédure où il se sera un peu à la limite de ce genre de système. En même temps, on ne peut pas juste croire la parole de la victime alléguée et puis lui dire: «Ah bah, vous avez dit que votre patron ou votre collègue de bureau vous harcelait, donc c'est
dehors. Donc il faut bien qu'on aille quand même chercher la vérité ou en tout cas l'analyser. Et puis après, il faut bien que ce soit un juge indépendant qui décide à un moment ou à un autre. Et pour revenir sur ce que disait Cédric tout à l'heure, c'est le rôle de l'inspecteur du travail est très important parce qu'il a plus de pouvoir que le médecin du travail. C'est-à-dire qu'un inspecteur du travail peut arriver, peut dresser des procès-verbaux, peut vraiment aller confronter l'employeur et Un petit souci de connexion, Laurence. Bon, ce qui m'interpelle, moi, dans ce discours aussi, c'est de dire, bah oui, le directeur commercial qui dit j'ai toujours été comme ça, mais finalement, il est responsable sans le savoir, mais l'entreprise est responsable. Tout le monde le sait que ce directeur commercial est un abruti et que sous prétexte que ce que je disais, Laurence, si tu m'entends. Je t'ai entendu pendant tout le temps. Voilà. Je me dis, l'entreprise a un vrai. C'est de son ressort. Elle doit bien savoir que cette personne qui est directeur commercial a ce comportement depuis des mois ou des années, mais elle le cautionne peut-être parce qu'il fait un super chiffre d'affaires. Donc il y a vraiment il n'est pas seul coupable quelque part. Ah, bien sûr, mais de toute façon, l'employeur est toujours responsable. C'est bien pour ça qu'il faut qu'il mette des mesures de prévention en place et des mesures de formation. Mais évidemment. Alors, du coup, on en arrive. J'en arriverais presque à dire que résoudre des situations de harcèlement, quel qu'il soit en entreprise, c'est très complexe, c'est très subjectif. On l'a vu, hein, ça peut être lié aux générations, hein, Camille. La culture, hein, on en avait parlé lors de la préparation, ça peut être lié à la culture. Moi, je n'ai pas la même culture à 45 ans de vie, on va dire. Je n'ai pas eu les mêmes apprentissages que quelqu'un qui a 30 ans, 20 ans ou 60 ans. Donc, on a tous une perception, une vision des choses, et Audrey le disait tout à l'heure, dans le parler aussi. Il faut s'adapter aux situations. Peut-être que dans certaines entreprises, on a un parler plus franc, et c'est normal, tout le monde se parle comme ça. Dans d'autres, on va avoir un parler plus respectueux. Et donc, chaque entreprise a son type et son mode de communication. Mais en fait, ce qu'il en ressort, c'est que l'arme fatale contre le harcèlement, Cédric, c'est la prévention. Bien entendu, ce n'est pas un service de prévention et de santé au travail qui va vous dire l'inverse, mais c'est vrai que dans ces cas précis, c'est assez visible parce que quand on est confronté à la situation, vous l'avez dit, il y a tout de suite de la complexité. Il y a de la complexité, il y a du temps investi pour les actions préliminaires, pour l'enquête, pour ensuite un plan d'action. Enfin voilà, ça part sur des années. Vous bloquez aussi, il faut le dire un petit peu, peut-être quand vous êtes en train de travailler, on est dans des organisations dynamiques, donc on est en train de travailler à notre organisation, à notre fonctionnement. Là, tout de suite, vous vous dites que ça prend des mois de retard parce qu'il faut déjà restabiliser les choses. Enfin, voilà. Donc forcément, il y a tout intérêt à prévenir ces situations. Et prévenir ces situations, c'est travailler en interne pour éviter, pour essayer de faire en sorte que les signaux faibles qu'on évoquait tout à l'heure soient repérés et qui permettent de corriger en amont d'une situation de harcèlement quelque chose. Et ça passe aussi par une notion qu'on a entendue ce matin qui est très importante, qui est la notion de culture d'entreprise. Donc, il faut favoriser effectivement dans l'entreprise le fait que la communication puisse se faire. Et bien sûr, il faut travailler collectivement à cette notion de prévention parce que à mon sens, c'est la seule et unique possibilité de faire en sorte d'éviter que ces situations arrivent et à la fin d'être plus performant parce que on voit un commentaire sur la performance de l'entreprise, mais prévenir les risques professionnels est une source de performance de l'entreprise, bien évidemment. Et puis de toute façon, au bout d'un moment, je voyais la remarque, certaines entreprises privilégient les résultats. Oui, mais si on prend un exemple, par exemple, moi j'ai un DRH qui me racontait elle a dû convoquer son directeur commercial pour des allégations de harcèlement sexuel. Bon, donc il a été convoqué. Ils ont fait bien évidemment mise à pied directe de la personne pour pouvoir procéder à une enquête dans l'entreprise. Finalement, ils se rendent compte que la personne qui avait incriminé faisait pas son job et était sur le point d'être licenciée et que donc elle a monté un stratège pour incriminer son manager. Donc elle s'est fait licencier évidemment, mais qu'est-ce qui s'est passé pour le directeur commercial ? En fait, vous savez comment ça se passe. Une fois qu'on a dit tu es un harceleur, pour 80% des salariés, il n'y a pas de fumée sans feu.
Donc, il a dû partir. Il est parti, il a démissionné. Donc, ça fait des dégâts. C'est pas quand on dit oui, mais les entreprises favorisent le résultat. Bah oui, mais s'il n'y a pas de prévention, bah, vous pouvez aussi perdre des ressources qui sont importantes pour vous parce que vous n'avez pas fait de prévention, parce que vous n'avez pas formé vos collaborateurs à ça. C'est Et je Oui. pense extrêmement que- destructeur dans une équipe. C'est extrêmement. Les allégations, qu'elles soient vraies ou supposées Exactement. ou pas réalistes, c'est très très destructeur de valeur. Et Non, même, mais même sans aller jusque-là, en termes de productivité, quand on reçoit des remarques ou qu'on est témoin de remarques régulièrement, ça donne pas envie de se motiver pour travailler pour l'entreprise tout simplement. Donc même sans aller jusqu'aux allégations et jusqu'au licenciement, en termes de productivité, c'est beaucoup plus intéressant d'être sensibilisé, de faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance et une bonne communication au sein de l'entreprise plutôt que de laisser les choses se dégrader. Ouais, exactement. nous, ce qu'on a constaté, en fait, on parlait d'effet générationnel, on parlait de culture d'entreprise, etc. Il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a une évolution culturelle, sociétale, et que c'est pas certaines cultures et d'autres cultures qui ne le sont pas. C'est en fait toute la culture de la société française, occidentale, plus latine que anglo-saxonne, a des comportements qui étaient valorisés il y a quelques années, qui aujourd'hui sont constitutifs de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, et que finalement on est en train de faire une transition. Et nous, on arrive dans des organisations qui existent depuis très longtemps. Et l'enjeu, c'est la prévention, mais c'est aussi le changement culturel, c'est d'expliquer aux gens les situations que tout le monde évoquait. Finalement, il y a un gain majeur à expliquer aux gens. Ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. C'est très bête ce que je dis, mais aujourd'hui, c'est très méconnu. Quand on voit qu'il y a 4% des gens qui arrivent bien à maîtriser le sujet, ça montre bien le différentiel qu'il y a entre, entre un sujet qui pose un problème qui est grave, et on voit aussi toute la population qui est confrontée, et le niveau de connaissance du sujet. Aujourd'hui, on est en retard sur le sujet. La société a beaucoup évolué, c'est une très bonne chose, mais il y a un décalage entre la situation de la société, les attentes de la société, et la connaissance du sujet au sein des organisations. Et ça, Ouais, ça puis fait. les clichés, on la vie dure en entreprise. Hein. Tu disais ça, je pensais à la fameuse remarque quand il est 18h et que tu pars et qu'on te dit tu prends ton après-midi. Ça, moi, je l'ai entendu pendant 15 ans, du début de ma prise de poste, au début des années 2000 jusqu'à mes 30-35 ans. Aujourd'hui, c'est presque du harcèlement de dire ça à un collaborateur. Enfin, Ça ne change pas quand même. Bah, moi, je trouve que si. Et ça fait partie d'une culture, Ça fait partie d'une mais on culture, et supporte moi, moins, de sensibilité. je trouve que même cette posture-là, aujourd'hui, je la trouve très invasive vis-à-vis d'un collaborateur. Après, ça À dépend. l'ère de l'équilibre des temps de vie, etc., je pense qu'on est plus aligné là-dessus d'un point de vue culturel aujourd'hui qu'il y a 15-20 ans. Ça dépend aussi comment c'est dit et comment c'est reçu Bien et de sûr. la relation entre les 2 collaborateurs puisque on en a parlé un peu, mais le sentiment de harcèlement, c'est vraiment aussi le sentiment de gêne de la part de la victime et c'est ça un peu le Ouais. point de départ. Si jamais il y a une relation entre 2 collaborateurs et que, ils font ce genre de remarques, mais qu'il y a pas de gêne ou Au fond de la blague. d'humiliation, voilà. S'il y a pas de sentiment d'humiliation derrière, c'est pas gênant. Mais effectivement, après, quand on est témoin, on peut se sentir gêné de cette remarque, même si elle nous est pas adressée, sans connaître forcément les liens, quoi. C'est là où est toute la complexité. On parle aujourd'hui d'une notion qui est une notion dynamique, qui sociétalement évolue, qui au sein des organisations est gérée bien sûr et appréhendée de façon différente, et qui sur le plan individuel ne se ressent pas, ne se vit pas de la même façon. Et donc le facteur de complexité se situe d'abord à cet endroit-là, et c'est sûr que sur ces 3 niveaux, hein, pour la personne, pour l'organisation, et puis au-delà de l'organisation, pour la société, on est sur quelque chose d'assez délicat en réalité. Ouais. Alors, on a déjà dépassé l'heure de fin. On va peut-être conclure. On va refaire un petit tour de table et j'aimerais que chacun vous puissiez me dire, me donner votre avis sur qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation dans les entreprises. À votre avis, c'est quoi les bonnes
la bonne démarche, les conseils que vous pourriez donner? Cédric? Ah bah moi, je peux que conclure sur 100% prévention pour des résultats en termes de harcèlement, mais pour des résultats aussi en termes de performance de l'entreprise et bien sûr de santé des personnes qui composent l'organisation, parce que j'aurais tendance à dire les salariés, mais pas que les salariés, les managers, les chefs d'entreprise. Donc voilà, donc 100% prévention pour le bien de tous et la performance de l'entreprise. André? Oui, je suis assez d'accord. Pour moi, des formations de sensibilisation de la part des salariés, de faire des groupes de travail et des ateliers, en fait, tout simplement. Et puis, un petit peu comme l'enquête qui a été réalisée avec des situations, et puis d'essayer de déterminer est-ce que c'est du harcèlement, quel type de harcèlement, et pour vraiment faire prendre conscience aux personnes que ce qu'ils disent, ça peut être mal perçu et que ça peut créer de la souffrance, même s'ils s'en rendent pas compte, parce que ça n'est pas dit, en fait. Et justement, pour éviter tous ces non-dits, et ça permettrait de lancer la communication et d'améliorer la communication aussi entre les collègues, qui pourraient plus facilement, en fait, dire à quelqu'un, bah, ce que tu viens de me dire, ça me gêne, ça me vexe, ça m'humilie, et pour essayer de désamorcer avant même que ça ait commencé. Est-ce que toi, tu as déjà eu des formations ou dans les entreprises dans lesquelles tu as été? Non. Laurence? Bah, moi, j'en fais plein. Non, mais Et on voit, non, mais on voit, c'est marrant parce que quand on fait ce genre de formation, on voit dans les comportements et dans les interactions entre les gens à quel point ils n'ont pas conscience et à quel point tout à coup, en se regardant juste agir comme ils le font d'habitude, mais sans un tiers, comme moi ou comme Camille ou comme n'importe qui d'autre, à quel point en fait leur comportement est pas normal, mais ils ne s'en rendent même pas compte quand ils sont dans leur milieu. Alors moi, j'ai un seul conseil, c'est, je vais inverser ta question, c'est la seule chose à ne pas faire, c'est de ne rien faire. Ne rien faire est le plus destructeur. On ne fera jamais bien. J'ai vu tous les commentaires. On ne peut pas empêcher les humains de se comporter bien ou mal, mais l'employeur doit faire quelque chose et doit faire quelque chose tout de suite. Ne rien faire, ça ne marche jamais. est-ce qu'on a intérêt à s'inspirer des pays anglo-saxons? Alors, il y a une différence culturelle très importante. Moi, c'est un cabinet d'origine anglaise que je dirige. Donc il y a des aspects qui sont les mêmes, il y a des aspects qui ne sont pas les mêmes, il y a des sensibilités qui ne sont pas les mêmes. Mais de toute façon, du fait de la globalisation, du fait notamment des entreprises internationales, il y avait un commentaire qui le disait d'ailleurs. Oui, ça vient jusque chez nous. Après, il faut aussi qu'on garde notre culture. Alors, je ne parle pas de la culture de la mauvaise, je parle de la culture d'une façon générale. Il faut qu'on arrive à continuer à vivre en harmonie avec notre propre culture sans forcément avoir cette hypersensibilité qu'ont certains anglo-saxons. De fait, ça vient un peu des anglo-saxons et ça vient beaucoup des Français qui l'ont beaucoup exporté. Le harcèlement moral, c'est une notion qui existe depuis très longtemps dans le droit français et qui n'existait pas vraiment. Donc les anglo-saxons sont plus en pointe sur tout ce qui est discrimination et harcèlement sexuel, avec une culture très puritaine, donc des choses qui en France peuvent très bien passer, ne peuvent pas passer pour les Américains, c'est limite crime contre l'humanité. Donc voilà, il y a quand même nous quand on donne des avis à des Américains, on fait toujours très attention de trouver la bonne balance entre ce qui choque en France et ce qui choque aux États-Unis, et c'est pas la même chose. Il y a des choses qui ne vont pas choquer aux États-Unis et qui le feront en France et inversement. C'est compliqué, les aspects culturels, comme les aspects générationnels. Les aspects générationnels sont compliqués. Les aspects culturels, alors quand on mélange tout ça, et en plus avec du management à distance, il y a un foyer, voilà. On n'a pas parlé du travail hybride, mais en termes de harcèlement moral, ne pas connaître vos collègues en tant qu'être physique, c'est pas, voilà, management à distance, c'est pas quelque chose de facile ni pour les uns ni pour les autres. Camille, je vais te laisser conclure. Merci. Ouais, non, écoute, je pense que c'est très riche de voir tout ce débat-là. Nous, en préconisation, et ce qu'on voit qui fonctionne dans les organisations, c'est sensibilisation. On l'a dit, un canal de signalement, mais de confiance d'une part et pédagogique d'autre part. Audrey disait, mais on ne sait pas ce qui va se passer derrière, il faut expliquer aux gens avant de déclencher, donc presque le pré-signalement en fait. Capacité d'exprimer les situations. Et en trois, l'action. Une fois qu'on détecte des signaux, le plus grave, c'est de ne rien faire juridiquement, mais aussi humainement. Et puis, je trouvais ça intéressant, c'est que ce soit Cédric qui parle de la notion de performance. Enfin, Audrey en a parlé, Cédric l'a repris, mais ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est que sur un thème qui fait un peu le débat, où on a souvent l'impression qu'il y a des partis qui sont contre,
on s'aperçoit quand on réunit des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, finalement, tout le monde est aligné. Et moi, je crois que c'est la solution à ce problème-là, c'est de réussir à faire de la pédagogie et de faire en sorte que tout le monde puisse regarder dans la même orientation. Et je suis convaincu que ces sujets trouveront des solutions parce qu'on en a vu d'autres et on en verra d'autres. Mais j'espère que rapidement, les taux de salariés exposés vont pouvoir baisser et qu'on pourra tous vivre dans des meilleures conditions de travail et focaliser sur nos missions, nos rôles, nos responsabilités et aussi le bien-être des autres. Voilà. Prochain baromètre 2023, Camille? Oui, on publie là, on fait des analyses, on a beaucoup de statistiques. Donc, si vous suivez Cahier Social sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, on fait des focus sur certains secteurs d'activité. La banque là qui est en train de sortir, banque et assurance, c'est très intéressant. Ce qui se passe, c'est pas la même chose que dans les autres secteurs. On refera le même baromètre en septembre 2023 pour voir comment la situation a évolué en une année. Je pense que les chiffres sont intéressants. Super. Eh ben, je vous remercie. Merci Cédric, Audrey, Laurence, Camille. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Ce webinaire, vous pourrez le retrouver à partir de demain en replay sur MyRH Line. Et puis, je vous invite je vous ai mis le lien de l'étude dans le chat et je vous invite à contacter Camille directement sur LinkedIn si vous avez envie de poursuivre ces échanges. Bonne journée, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.